Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, on retrouve à nouveau Jeff Rich, l'historien australien toujours aussi brillant, qui anime le Substack et la chaîne YouTube The Burning Archive. Jeff, ravi de te revoir. Merci de m'accueillir, Pascal. Merci à toi pour tes excellentes contributions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, surtout que tu écris et publies beaucoup en ce moment sur ce qui se passe, de ton point de vue, de l'autre côté du globe, en Europe. Alors, cette affaire Russie-Europe, à quoi ça ressemble, vu d'Australie? Beaucoup d'entre nous s'inquiètent qu'on se dirige peut-être vers une guerre bien plus vaste entre la Russie et l'OTAN. Et toi, tu parles même d'une OTAN 3.0. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu veux dire par là et comment tu vois les choses? Oui, c'est vraiment inquiétant, je trouve, ce risque de guerre. Pas mal de gens comparent la situation actuelle à la veille de la Première Guerre mondiale. L'historien Odd Arnwestad a publié un livre intitulé « The Coming Storm » qui fait justement ce parallèle, en parlant de ce climat de peur, de méfiance et de rivalité, disons, entre grandes puissances qui avait précédé la Première Guerre mondiale et conduit à cette catastrophe. Et il y a une vraie inquiétude que quelque chose de semblable puisse se reproduire. J'ai aussi récemment parlé avec Richard Sakwa, qui est lui aussi très préoccupé par la possibilité que la guerre actuelle en Ukraine se transforme, en quelque sorte, en un conflit plus large entre la Russie et l'Europe. Et certaines réactions, je pense, à la suite du récent sommet d'Ankara, que ce soit au sein de l'OTAN ou en Russie, laissent entendre que ce que l'OTAN appelle désormais OTAN 3.0, cette nouvelle version plus européanisée de l'Alliance, ressemble presque à une déclaration de guerre contre la Russie. Le spécialiste russe des affaires internationales, Dmitry Trenin, a publié un article intitulé « La logique dangereuse de l'OTAN 3.0 ». Il y explique que l'OTAN 3.0 signifie la guerre et que pour la première fois depuis 1945, l'Europe s'est déclarée ennemie de la Russie, une ennemie implacable. C'est donc très préoccupant, je pense, à la fois à cause de la rhétorique venant d'Europe, de certaines déclarations venant de Russie, et aussi, de mon point de vue, à cause de ce qu'on semble oublier, que les États-Unis d'Amérique sont à l'origine de tout cela, et qu'ils restent de loin le principal contributeur militaire, la principale puissance militaire et l'architecte de l'OTAN. Alors, si l'OTAN 3.0 est une déclaration de guerre entre l'Europe et la Russie, c'est aussi, à mon avis, une déclaration de guerre de fait des États-Unis envers la Russie. Et j'ai le sentiment que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Oui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en ce moment, en Europe, toutes les personnes à qui vous parlez, qui ne font pas partie de notre bulle, de notre petit milieu de commentateurs, rejettent complètement l'idée que toute cette guerre en Ukraine ait été, en gros, provoquée par les États-Unis. Pour eux, c'est absolument clair. S'il y a une guerre en Ukraine, c'est parce que la Russie est une dictature expansionniste, fasciste, qui veut agrandir son territoire. Et donc, une fois qu'elle en aura fini avec l'Ukraine, elle ira forcément en Europe. Même en Suisse, quand je parle avec des gens, avec des journalistes, ils me demandent « Est-ce qu'il est vraiment possible pour des petits États de vivre sans garantie de sécurité offerte par des puissances plus grandes ?» En gros, ils me disent « Il faut bien qu'on dissuade les Russes, non ?» Si on ne les dissuade pas, ils attaqueront. Même aux Suisses, je dois expliquer que, regardez, si vous vouliez d'amitié avec les Russes, si vous vouliez d'amitié avec tout le monde, vous n'avez pas besoin de les dissuader, n'est-ce pas? La dissuasion, c'est quelque chose dont on a besoin uniquement face à des ennemis. Mais si vous construisez votre stratégie de sécurité autour de la logique de l'amitié, alors vous obtenez quelque chose qui ressemble davantage à ce qu'a Oman, c'est-à-dire des partenariats dans toutes les directions, y compris avec l'Iran. Mais cette idée a complètement disparu du continent européen. À votre avis,
Comment cela influence-t-il aujourd'hui la manière dont les Européens envisagent non pas leur avenir lointain, mais leur avenir immédiat, disons les prochaines années? Comment interprétez-vous les signaux qui viennent d'Europe? Eh bien, les signes qui sont sortis du sommet d'Ankara, avec la déclaration de l'OTAN, c'était, disons qu'à part les remerciements à l'hôte, elle faisait 5 paragraphes, moins de 500 mots. Si on compare, je crois, au sommet de Vilnius d'il y a quelques années, ils avaient produit un communiqué de 40 pages, très large, qui parlait de l'Indo-Pacifique et enfin de la domination mondiale de l'OTAN. Alors que ce sommet d'Ankara, lui, a sorti un communiqué qui, on va dire, correspond à la capacité d'attention du président des États-Unis en ce moment. Donc je pense que l'une des choses qui ressortent de ce sommet de l'OTAN, c'est qu'il y a tout un aspect théâtral et rhétorique, très visible dans le communiqué, mais qu'il est un peu plus difficile de comprendre quels sont en dessous les vrais processus, les vrais niveaux d'accord et de désaccord. Et on voit bien qu'il y a, disons, un parti assez militant. Mais les points essentiels que j'ai vus, que l'Europe voulait vraiment mettre en avant à l'issue de ce sommet de l'OTAN, c'est d'abord, si on veut, une sorte de déclaration de victoire préventive en Ukraine. Alexander Stubb a en gros dit que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Tout ce qu'elle doit faire pour la gagner, c'est survivre, parce que l'objectif de Poutine, c'était de détruire l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine survit, elle gagne. C'est une barre assez basse, mais j'y vois aussi une manière d'enfermer les États-Unis dans la logique de continuer à soutenir la lutte aux côtés de l'Ukraine. Et puis, le deuxième grand résultat, c'est le réarmement de l'Europe. C'est tout ce processus de militarisation qui, d'une certaine manière, correspond aux objectifs américains. Plus de dépenses de défense, plus d'industrie militaire aux États-Unis. Mais les Européens ont aussi rappelé qu'au précédent sommet, à La Haye, ils avaient pris l'engagement d'augmenter leurs dépenses de défense de 5%. Et ce sommet-ci visait surtout à montrer qu'ils étaient capables de le mettre en œuvre. Et entre les lignes, je me demande si cela ne veut pas aussi dire qu'au prochain sommet, après les élections de mi-mandat aux États-Unis, il y aura peut-être un petit recul, une manière de dire « oui, nous avions promis de tenir cet engagement ». Mais je ne suis pas totalement convaincu que ce sera appliqué exactement de la même façon. Mais malgré tout, cette idée de réarmement et de militarisation, inspirée du modèle ukrainien avec les drones, cette façon de mener la guerre sans perte humaine du point de vue européen, c'est vraiment un élément essentiel de tout ça. Et puis il y a un troisième point, un autre aspect, c'est de verrouiller les États-Unis dans une guerre permanente contre la Russie. L'OTAN et la plupart des pays européens affirment clairement que la Russie est l'ennemi et qu'ils ne permettront pas aux États-Unis de se désengager, comme Trump a essayé de le faire ces 18 derniers mois, en voulant se retirer unilatéralement de la guerre en Ukraine. Donc c'est ça, la position actuelle. Je ne sais tout simplement pas si tout cela est vraiment tenable à long terme. Salut, juste une petite note rapide. Le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner gratuitement à ma newsletter sur Substack. Vous pouvez aussi aider avec un abonnement payant ou en achetant quelques-uns de nos nouveaux produits sur neutralitystudies.com. Les liens sont juste en dessous. À très vite là-bas. Alors, que penses-tu de l'argument de Brian Berletic? Tu sais, cette idée que dans l'ensemble, les États-Unis se retireraient un peu de l'OTAN. L'histoire selon laquelle Washington mettrait la pression sur les Européens et chercherait à se désengager. Et que tout ça ne serait en réalité qu'un camouflage pour une autre stratégie dont ils ont aussi parlé, la division du travail. En gros, l'Europe devrait se battre pour l'empire américain contre la Russie, pendant que les États-Unis déplaceraient leurs forces pour ouvrir un autre front.
Je veux dire, ils ont ouvert un autre front avec l'Iran, évidemment. Mais celui dont ils rêvent vraiment, c'est la Chine. Et ça, c'est complètement insensé. Ces gens sont des psychopathes. On peut en être absolument sûr, parce qu'ils continuent à publier ce genre de rapports, de think tank, de livres blancs et tout le reste, sur un troisième front, sur une guerre avec la Chine. Et l'argument de Brian Berletic, bien sûr, c'est que tout ça n'est qu'une mise en scène. Le but réel, quand les États-Unis disent qu'ils se retirent, c'est simplement de pousser les Européens à croire qu'ils doivent investir ou dépenser plus d'argent dans l'armement. Et cet armement, ils vont surtout le commander aux États-Unis. Tout ça sous prétexte qu'il faut en faire davantage par soi-même. L'autonomie stratégique, n'est-ce pas? Et puis, dans quelques années, on lira que la relation entre l'OTAN et l'Europe s'est de nouveau améliorée, que tout va pour le mieux. Et chaque fois qu'ils veulent faire passer les contributions de 5 à 6 ou 7%, ils font semblant encore une fois de s'éloigner, comme si c'était un jeu permanent. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui prennent très au sérieux l'idée que Donald Trump voudrait, en gros, retirer les États-Unis de l'OTAN pour se recentrer sur le continent nord-américain. Alors, vous, de quel côté penche votre interprétation? Eh bien, je pense que ces deux types d'arguments reposent en réalité sur une mauvaise compréhension de la nature de l'OTAN en tant qu'alliance et de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Je veux dire, cette idée de continuité de l'agenda ou encore le discours du « tout ça n'est qu'une façade », à mon avis, exagère la domination américaine. Vous savez, il y a tout ce discours sur l'Europe vassale et ce genre de choses. Eh bien, si l'Europe était vraiment une vassale, alors elle a drôlement bien manœuvré son soi-disant maître dominateur au cours des 18 derniers mois. Et elle a réussi, en gros, à placer les États-Unis exactement là où elle voulait qu'ils soient, engagés dans la guerre en Ukraine, afin d'assurer ce qu'elle considère comme les intérêts européens en matière de défense et de stratégie. Et je pense aussi que l'histoire de l'Alliance atlantique, c'est en permanence une sorte de tir à la corde entre les puissances européennes et les puissances américaines. Et ça, on le sous-estime souvent. En réalité, il y a une longue histoire de tension, mais aussi une longue histoire de partenariat, dans laquelle les États-Unis ont eu besoin de l'Europe autant qu'ils ont cherché à la vassaliser. Et à bien des égards, pour moi, le grand mensonge à propos de l'OTAN, c'est l'idée que l'Europe serait devenue dépendante des États-Unis pour sa défense. C'est vrai, d'une certaine manière. Je dirais que, dans une large mesure, les États européens ont, si on veut, externalisé leur défense et une bonne partie de leur politique étrangère à l'OTAN. Et ça, c'est un problème chronique pour l'Europe. Mais il y a aussi l'autre aspect. Les États-Unis dépendent énormément de l'OTAN pour leurs actions offensives à travers le monde. Je veux dire, les bases de Ramstein, vous savez, toutes ces bases allemandes, sont absolument essentielles à toutes les actions agressives des États-Unis en Asie de l'Ouest. C'est pareil pour les bases britanniques à Chypre et toutes les autres. La grande plainte de Trump lors du dernier sommet de l'OTAN, c'était qu'il n'avait pas pu utiliser l'OTAN ni les bases européennes comme plateforme pour une action agressive des États-Unis contre l'Iran. Parce que certains États ont dit « Nous ne voulons pas que vous utilisiez notre base, notre pays, comme point de départ pour votre guerre d'agression. » Et c'est ça, sa plainte. Ce n'était pas que les Européens dépendaient des États-Unis pour leur défense. C'était que les Européens faisaient obstacle à l'offensive américaine. Et c'est un point très intéressant. C'est un très bon point que vous soulevez. En fait, le récit de la vassalisation de l'Europe exagère peut-être un peu cette partie de la relation. Parce que ce qu'on voit,
c'est que les Européens sont d'une certaine manière vassalisés là où ils veulent l'être. Tant qu'ils peuvent maintenir cette relation, cette pression, ce bras de fer avec la Russie, tout en gardant les États-Unis pleinement engagés, totalement investis, eh bien, ils sont contents de suivre le mouvement et de lécher la botte du président américain, comme le fait très clairement et de façon répétée le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Mais d'un autre côté, ils ont quand même leurs limites. Alors l'Iran, personne, pas même les Allemands, pas même les États baltes, n'a fait grand-chose de plus que d'apporter un soutien purement rhétorique, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'y a absolument aucun engagement militaire, sous aucune forme. Et oui, on peut dire que le traité de l'OTAN et tout ce qui va avec empêche ce genre d'action, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, ce sont des États qui ont déjà enfreint leur propre traité pour mener leur guerre à l'étranger, contre la Serbie, ou en envoyant des troupes de l'OTAN en Afghanistan. Donc c'est tout à fait possible de le faire, à partir du moment où il y a un accord politique. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il n'y a pas d'accord cette fois-ci. Et donc, dans ce sens-là, ce discours sur la vassalisation exagère un peu la nature de la relation. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous, et vous en avez aussi parlé dans vos écrits, vous avez reçu des invités sur ce sujet, qui rend les Européens aussi violemment hostiles envers la Russie, au point de vouloir appliquer une politique qu'ils ne seraient pas prêts à appliquer, disons, contre l'Iran, et que j'en suis convaincu, ils ne voudraient pas non plus appliquer contre la Chine, simplement parce que c'est trop loin et que ça aurait encore moins de sens. Qu'est-ce qui, à votre avis, alimente cette haine intense, intéressée, envers tout ce qui se trouve à l'est de l'Ukraine? Oui, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Et l'un d'eux, c'est qu'il ne faut jamais oublier le rôle des États-Unis dans tout ça. Vous savez, certains disent qu'il y a eu une longue guerre contre l'Union soviétique, puis contre la Russie, en fait depuis 1917. Et souvent, c'est une guerre très idéologique, une guerre qui s'est construite au fil des décennies, avec des institutions et tout ce qui va avec, qui ont leur propre inertie. C'est peut-être une meilleure façon de comprendre la continuité d'un agenda, une fois qu'on a déployé des forces militaires un peu partout dans le monde. Votre agenda, c'est, disons-le, la domination du monde entier. Ce n'est pas étonnant qu'il ne change pas beaucoup. Il ne faut jamais oublier le rôle très puissant des États-Unis. Pour être franc, il s'agit toujours d'une occupation militaire de l'Europe, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, depuis la guerre en Irak au début des années 2000, et encore plus après la crise financière mondiale, on a vu une pression américaine de plus en plus forte sur les élites européennes pour qu'elles se conforment à un agenda transatlantique défini par Washington. Et on peut le voir, et c'est le deuxième élément, celui dont parle Neil Benilla, l'imbrication des élites transatlantiques, formées en gros d'un même groupe de politiciens de carrière, de hauts fonctionnaires, d'officiers militaires, de professionnels des médias. L'aspect journalistique en fait aussi partie. C'est même un élément clé. Donc si on veut, il y a un noyau d'élite qui poursuit ses objectifs. Mais il y a aussi, clairement, une composante de sentiments journalistiques agressifs, disons, envers la Russie, venant d'Europe. Et je pense que ça a une histoire assez profonde et ancienne, dont je devrais peut-être parler. Oui, absolument. Mais on doit aussi, je suis vraiment content que tu mentionnes Neil Benilla, son Substack, Worldliness, et son analyse, parce que je pense que c'est l'une des personnes les plus brillantes à avoir étudié ces réseaux d'élite. Et tu vois, c'est un aspect fascinant, parce qu'on peut très bien soutenir que les populations de ces régions, en Amérique du Nord comme en Europe,
ne sont pas du tout russophobes au sens classique du terme. En revanche, ces réseaux d'élite, eux, le sont. Et grâce, en fait, aux révélations récentes aux États-Unis, et aussi en partie à la guerre d'Irak et à la manière dont l'Iran a communiqué à ce sujet, on a maintenant un terme encore plus parlant pour désigner ces réseaux d'élite. On peut simplement les appeler la classe Epstein, tous ces gens qui apparaissent dans les dossiers Epstein. Et là, on voit bien comment ces réseaux sont liés entre eux et comment même, tu sais, la princesse norvégienne, machin, est profondément impliquée, se rendant corruptible et vulnérable au chantage. En même temps, ils participent, n'est-ce pas? Et ils se mettent la pression entre eux. Mais il se crée aussi beaucoup d'opportunités mutuelles. Par exemple, si vous êtes Premier ministre d'un petit État balte, vous pouvez à tout moment passer dans la cour des grands, entrer dans l'Union européenne ou même dans l'OTAN, non? Et ainsi renforcer votre position. Du coup, ces élites finissent par avoir moins d'attachement à leur propre pays et beaucoup plus au groupe, à travers Bilderberg ou la conférence de Munich sur la sécurité. Ce n'est pas un contrôle centralisé, mais ils se coordonnent entre eux et forment une sorte de bulle épistémique à part du reste de l'Europe. Mais la question reste entière. Pourquoi cette partie-là est-elle aussi russophobe et aussi hostile envers l'Est? Eh bien, je pense qu'il y a des facteurs historiques à court terme qui jouent un rôle. Et je crois que la mobilisation des États d'Europe de l'Est, en particulier à travers les réseaux d'émigrés américains, comme vous savez Zbigniew Brzezinski par exemple, mais aussi et surtout par la Grande-Bretagne, a été déterminante. Le Royaume-Uni a cherché activement à renforcer son influence en Europe, en développant son rôle en matière de sécurité et de défense en Europe de l'Est, et en mobilisant les États baltes et d'Europe de l'Est, comme la Pologne, dans une dynamique plutôt anti-russe. Et puis, il faut le rappeler, la Grande-Bretagne possède encore des colonies, des territoires non autonomes sur le continent européen, à Chypre et à Gibraltar. Alors peut-être que les pays voisins devraient soulever cette question aux Nations Unies et expulser la Grande-Bretagne. Mais je pense qu'il y a une histoire plus profonde derrière tout ça, sur laquelle j'ai un point de vue un peu différent de beaucoup de récits habituels sur la Russie face à l'Occident et aussi sur la russophobie. Tout ça remonte en fait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Au début du XVIIIe siècle. Donc, cette période qu'on appelle l'âge des révolutions, disons entre 1750, 1770 et jusqu'à 1830, voire 1870. On vient d'ailleurs de célébrer le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Et ça, c'est un événement clé dans tout ce processus. Et ce que soutient l'historien John Darwin, qu'on considère généralement comme le doyen de l'histoire des empires, même s'il est largement ignoré par le monde des podcasts géopolitiques, c'est qu'à cette époque se forme une sorte de grande Europe. Une Europe qui comprend, d'un côté, l'Europe elle-même, de l'autre, les États-Unis comme son extension occidentale et la Russie comme, si l'on veut, son extension orientale. Et à travers cette série d'événements, ces ensembles finissent par se rapprocher, tout en gardant, bien sûr, des différences importantes, des différences nationales, politiques et tout ce qui va avec, mais en constituant globalement une zone commune qui partage à la fois des intérêts géopolitiques, des identités culturelles et des valeurs politiques dans un sens large, une forme d'identité libérale. Et cette période, de 1750 à 1830, c'est vraiment le moment crucial. On parle souvent de 500 ans de colonialisme européen occidental, mais en réalité, c'est à ce moment-là, entre 1750 et 1830, que l'Europe, ou plutôt la Grande Europe, se détache du reste du monde.
elle devient beaucoup plus puissante et surtout beaucoup plus sûre d'elle, au point de s'imposer au reste du monde. On la voit alors s'étendre vers l'Asie. C'est aussi la période où les Britanniques prennent le contrôle de l'Inde, un événement absolument central dans cette histoire. Et plus tard, au XIXe siècle, l'expansion se poursuit en Afrique. Avant cette période, la domination européenne sur le monde restait en réalité assez limitée. C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment se former une idée commune. Ces trois zones font partie de l'Occident, et l'Occident se voit investi d'une mission civilisatrice, d'une mission impériale, qui se projette aussi dans le reste du monde. Mais derrière tout ça, il y a de fortes tensions sur la manière dont chacune de ces parties se perçoit comme appartenant à cet ensemble. L'Amérique, par exemple, se définit comme le nouveau monde, avec cet esprit de frontière, cette idée d'aventure et de conquête. John Darwin décrit ça tout simplement comme le mythe classique du colon, l'histoire de l'exceptionnalisme américain. Et en réalité, c'est ça le fondement historique de cette idée d'exceptionnalisme. C'est avant tout un mythe. Mais vous savez, la Russie fait aussi partie de cette histoire. Et la Russie, c'est un pays qui a connu l'expansion coloniale, les missions dites civilisatrices et tout ce qui va avec. Mais vous savez, l'Europe de l'Ouest voit la Russie comme une puissance asiatique un peu compromise, avec laquelle elle est aussi en conflit. Une puissance qui n'a pas vraiment échappé à son passé mongol, à son héritage eurasien, et qui reste, disons-le, une société plus autocratique. Donc, il y a à la fois un sentiment d'appartenance, mais aussi l'idée que ces quasi-proches restent des étrangers, qu'ils sont différents de nous. Et je pense que c'est l'une des forces qui alimente au fil du temps cette forme de russophobie qui s'est développée. C'est donc une forme d'appartenance, mais entourée de beaucoup de tensions. Et c'est ça qui alimente, par vagues, la peur et le rejet. Il faut bien souligner que ce n'est pas quelque chose de constant dans le temps. Ça change, et ça change aussi dans sa nature. Par exemple, une partie du sentiment anti-russe ou anti-slave de la fin du XIXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, est aussi raciste que n'importe quelle autre forme de racisme. C'est ouvertement raciste. Comme vous le disiez dans votre récente interview avec Yakov Rubkin, c'est très proche de l'antisémitisme qui apparaît à la même époque. On trouve alors toutes sortes de grandes figures culturelles, politiques ou idéologiques qui expriment au fond des idées soit civilisationnelles, soit clairement racistes, sur l'infériorité des Slaves, l'infériorité des Russes. Mon exemple classique, c'est La montagne magique de Thomas Mann, l'un des grands romans du XXe siècle, publié en 1924. Il dépeint l'Europe d'avant-guerre, juste avant la Première Guerre mondiale. Et dans ce livre, il y a plusieurs personnages russes, tous présentés comme à moitié asiatiques, vaguement barbares, ne suivant pas vraiment les coutumes civilisées. C'est une forme de russophobie, clairement. Mais ensuite, en 1917, il y a évidemment la Révolution russe. Et là, c'est la grande rupture entre la Russie, le monde russe, l'Union soviétique et l'Occident. C'est, si on veut, le grand divorce entre la Russie et l'Ouest. Et à partir de ce moment-là, les États-Unis jouent aussi un rôle énorme dans la diffusion de stéréotypes sur la Russie, sur les Rouges, sur le judéo-bolchevisme et tout ce qui s'y rattache. Des idées qui ont évolué et se sont adaptées au fil du temps. Est-ce qu'ils ont déjà appelé ça le judéo-bolchevisme? C'était vraiment un terme qu'on utilisait. Oui, non, c'était bien un terme. Oui, un terme très courant. Oui, vraiment très courant. Même aux États-Unis d'ailleurs, il y a eu récemment un excellent livre publié par Mark Mazower, un historien britannique installé aux États-Unis, intitulé « Sur l'antisémitisme, un mot dans l'histoire ».
Il explore l'histoire du mot antisémitisme, qui apparaît vers les années 1870 et qui à l'origine était un cri de ralliement. Nous sommes fiers d'être antisémites. Et c'est aussi lié à une idée de la fin du XIXe siècle, celle des nations de race, une notion sans véritable fondement scientifique, mais qui à l'époque était perçue comme du racisme scientifique. On pensait que les Irlandais formaient une race à part, les Slaves une autre, et ainsi de suite, avec toutes ces catégories inventées de types d'humanité différents. Donc oui, c'est bien à ce moment-là que le terme s'est développé, et l'expression judéo-bolchevisme était bel et bien utilisée explicitement à cette époque. Peut-être un sujet pour une autre fois. On pourrait regarder comment cette idée de judéo quelque chose a été utilisée au fil du temps, soit pour justifier, soit pour délégitimer ce qu'on voulait faire politiquement. Et ça nous ramène justement à cette discussion avec Yakov Rabkin, ainsi qu'à quelques autres entretiens que j'ai eus sur cette chaîne à propos de la russophobie. C'était d'ailleurs aussi le thème de la conférence en Russie à laquelle j'ai récemment participé et qui m'a vraiment fait réfléchir sur la dimension politique de certaines affirmations à propos des gens. Et même si j'aime beaucoup entrer dans les détails sur la façon dont certaines politiques étrangères évoluent avec le temps, là, il faut regarder les déclarations des ministres des Affaires étrangères, des présidents et ainsi de suite. Puis qu'on réagit à ce qui se disait, disons, il y a 4 ans, et voir comment tout ça a changé. Oui, c'est ça. On peut le faire à une échelle micro. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire l'analyse macro dont vous parliez tout à l'heure, et se demander si ce ne sont pas justement ces grands mouvements civilisationnels des sociétés qui finissent par prédéterminer le champ du possible dans les politiques étrangères futures. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est bien sûr que d'un côté, il y a eu cette poussée des Européens vers l'Ouest. Et cette expansion est par nature aussi génocidaire, puisqu'elle reposait sur l'éradication des populations autochtones du continent nord-américain et aussi de l'Australie. Mais concentrons-nous sur le monde atlantique, d'accord? Donc d'un côté, on avait cette dynamique, et la guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, la guerre d'indépendance, c'était en réalité plutôt une guerre pour savoir quel blanc allait diriger. Pas pour savoir si les blancs allaient diriger, vous voyez? C'était clair que quel que soit le vainqueur, il allait sans doute poursuivre le même projet, l'expansion vers l'Ouest, en Amérique du Nord. De l'autre côté, on a la Russie et son expansion vers l'Est. Et un point que soulignait Yakov Rabkin, c'est que la manière dont la Russie s'est étendue a toujours été intégrative. Elle intégrait les populations déjà présentes sur ces terres, les faisait devenir une partie d'elle-même. Et ça, c'est au cœur même de ce que signifie être russe. Et ça, c'est quelque chose qui entre en conflit avec l'approche beaucoup plus raciste de l'Europe de l'Ouest, qui consiste à dire « il faut faire disparaître ces gens-là, les remplacer par nous-mêmes. Et s'ils ne sont pas remplacés, eh bien, regardez ce que font les Russes. Ce sont les hordes, la horde d'or. Ce sont les Asiatiques, non? Ce sont les autres. Et cette manière occidentale européenne du colonialisme semble fondamentalement hostile à tout ça. C'est là qu'on peut peut-être ramener la question au racisme. Je ne sais pas si c'est une simplification excessive, c'en est probablement une. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce genre de raisonnement? Eh bien, écoutez, c'est une idée vraiment intéressante. Je veux dire, si on revient à cette idée qu'au début du XIXe siècle, il émerge une sorte de zone culturelle commune, avec des différences bien sûr, mais aussi des traits partagés, ce qu'on pourrait appeler la Grande Europe, qui inclut l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis et la Russie. On parle souvent de racisme européen, mais parmi ces 3 zones, c'est l'Amérique du Nord qui a connu les institutions, les systèmes, les politiques, les lois
les pratiques de travail les plus systématiques, durables et ouvertement racistes. Tout le lot, y compris les politiques migratoires, et ainsi de suite. Donc quand on parle de racisme européen, il faudrait, je pense, toujours préciser qu'il s'agit plutôt d'un racisme euro-américain et ne pas donner un passe-droit aux États-Unis. Parce que, même au XIXe siècle, l'Amérique était déjà exceptionnelle par son usage de l'esclavage et par la manière dont elle justifiait des politiques ouvertement racistes à l'intérieur même de son propre État, à l'intérieur de ses frontières nationales. Et de la même façon, il y a cette dimension génocidaire. La guerre d'indépendance américaine, c'était à la fois une guerre pour l'autonomie locale, mais aussi une guerre contre toute limite imposée aux colons américains, qui voulaient s'emparer, en fait, des terres des nations autochtones. La doctrine Monroe, c'était un peu la même chose. En gros, elle disait « Ne vous mêlez pas de nos guerres ». Des guerres qui, dans les années 1820 et 1830, sont devenues des guerres génocidaires contre les nations autochtones d'Amérique. Voilà, j'avais besoin de dire ça. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question, Pascal. Désolé. Ah oui, vous parliez de la dimension civilisationnelle de tout ça. Oui, oui. Est-ce que la civilisation, c'est un concept qui peut vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment? Ou bien, si on l'utilise, est-ce que ça ne devient pas juste, vous savez, une sorte de couverture inutile posée sur la vraie mécanique qu'on devrait chercher à comprendre? Parce que, parfois, les grands concepts cachent bien plus qu'ils ne révèlent. Alors, la civilisation, selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider? Oui? Je pense que le concept de civilisation n'est pas vraiment une manière utile de présenter les types de luttes géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui. La civilisation, c'est un de ces grands concepts complexes de l'histoire. Elle a fait l'objet de nombreuses études, mais elle a souvent été plus mal utilisée que bien comprise. J'ai d'ailleurs écrit sur plusieurs notions liées à ça. Et ces derniers temps, on a vu revenir cette idée d'un État-civilisation. En fait, c'est un effet à long terme du livre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Et au fond, Huntington a vraiment défini les civilisations à travers leurs affrontements. Huntington really defined civilizations as Eh bien, si on regarde de près son livre, la façon dont il classe les différentes civilisations, il en définit à peu près 8 dans le monde, ce qui déjà pose question. Est-ce qu'il y a vraiment 8 civilisations? C'est une approche fondamentalement religieuse et en quelque sorte une rationalisation des conflits de l'après-guerre froide pour l'Amérique. Par exemple, le Japon est défini d'une manière différente de la Chine. Et puis il parle d'un monde orthodoxe, qui d'ailleurs n'inclut pas la Grèce ni le reste. Et je pense que la notion de civilisation, enfin, quand on parle de civilisation, le mieux c'est de la voir comme un processus. Il y a un historien qui définit la civilisation comme un processus d'adaptation de l'environnement aux besoins humains, plutôt que comme un progrès ou un type particulier de société. Mais je crois que les grands États, au fil du temps, développent leur propre culture et leur propre façon de gouverner. Et souvent, quand on parle de différence entre civilisations, on réduit une histoire très complexe à des caractéristiques simplistes, presque essentielles. Par exemple, quand on dit que l'Iran est un État-civilisation vieux de 5000 ans, est-ce que ça reflète vraiment toute la complexité et les conflits de 5 millénaires d'histoire perse? Mais en gros, ils essayent de résumer certains schémas et styles de diplomatie qui diffèrent entre, disons, la Russie, la Chine, l'Europe, l'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a une part de vérité dans ces façons d'aborder les relations entre États, de mener la diplomatie
et tout ce qui va avec, qui ont vraiment joué un rôle important. Mais je crois aussi que certaines grandes tendances mondiales, survenues au cours des 2 derniers siècles, ont apporté quelque chose de beaucoup plus large. Parce que, même si les civilisations se sont développées chacune à leur manière, il y a eu tout autant de dialogues, d'échanges et même de métissage entre les cultures et les civilisations. Surtout au cours des 2 derniers siècles, avec les différentes phases de ce qu'on peut appeler la mondialisation. Si bien que toutes ces civilisations distinctes dont on parle sont en réalité des mélanges de cultures diverses. Amalgams of different cultures. There's a French Martinique writer, Édouard Glissant, who talks Il y a un écrivain martiniquais, Édouard Glissant, qui parle d'un concept qu'il appelle la créolisation. À l'origine, il l'a développé pour décrire la culture caribéenne. Mais je pense qu'on peut aussi l'appliquer à certaines de ces idées de choc des civilisations. Si on regarde la culture civilisationnelle russe, elle a été profondément marquée par l'héritage mongol. Elle a été façonnée par l'expérience de l'Empire russe, par celle de l'Union soviétique, et par ce long sentiment d'appartenance qui dure depuis des siècles. Un sentiment d'appartenance, mais aussi celui d'avoir été rejeté par l'Occident. Et tout ça a donné naissance à tout un ensemble d'institutions et de cultures qui influencent vraiment la politique étrangère. Donc oui, je pense que la conscience de ce type de culture, différent de ces institutions, de ces façons de faire, de ces manières de poser les problèmes, c'est en fait très important. Et c'est quelque chose que les analyses dites réalistes ne prennent jamais vraiment en compte, parce qu'elles réduisent tout à une sorte de modèle de théorie des jeux, où quelques grandes puissances chercheraient simplement à maximiser rationnellement leurs intérêts nationaux les unes contre les autres. Oui, c'est ça. C'est aussi l'une de mes plus grandes critiques envers l'école du réalisme, que je considère sans doute comme la plus importante en relations internationales. Mais malheureusement, elle ne laisse pas assez de place à des questions comme les vraies différences culturelles profondes entre les approches. En gros, l'école réaliste part du principe que tous les pays du monde se comportent comme les Euro-Américains, que la manière dont les Euro-Américains ont construit leurs États, c'est la même pour tout le monde. Et donc ils seraient en compétition permanente, parce qu'ils se perçoivent sans cesse comme une menace les uns pour les autres. Ce qui au fond est une attitude très typiquement européenne, aller constamment vers l'extérieur et chercher à éliminer tous les autres. Et puis ce langage hypocrite et tout ce qui va avec. Un ensemble de règles pour nous, un autre pour vous. C'est aussi, au fond, une de ces choses racistes, non? Cette idée de classer, de hiérarchiser la société et de traiter les gens selon des règles différentes. On voit ça se répéter encore et encore. Mais tout ça, évidemment, est complètement absent de l'analyse du pouvoir, qui se limite uniquement à la question du rapport de force entre les différents acteurs étatiques. Je pense que ça ressort aussi dans une sorte d'analyse réaliste de la russophobie, si on veut. Peut-être qu'on devrait d'ailleurs l'appeler autrement, comme anti-russisme ou quelque chose de plus simple. Mais l'intérêt du mot russophobie, c'est qu'il met en lumière un aspect essentiel du phénomène. C'est une émotion. C'est de la peur, du dégoût, vous voyez. Et je crois que les réalistes ont beaucoup de mal à gérer ça. Par exemple, l'analyse de Glenn Diesen sur la russophobie, c'est en gros que c'est une forme de propagande alimentée par les rivalités entre grandes puissances ou par la géopolitique, qui exploite le fait que les gens ont des émotions et ne réagissent pas toujours de manière rationnelle. Mais en réalité, la plupart d'entre nous, enfin, tout le monde a des émotions, et nos comportements sont en grande partie guidés par elles. Je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas vraiment comprendre le phénomène de la russophobie
sans prendre en compte cette dimension émotionnelle. Il faut le voir comme une réaction émotionnelle, socialement construite, face à une histoire de guerre, à une histoire d'aliénation vis-à-vis d'une autre société et d'une autre culture, mais aussi d'interdépendance avec cette culture. Et il faut aussi reconnaître cette ambivalence, le fait d'être à la fois dépendant de cette culture, tout en s'en sentant étranger. But also feeling alienated from that culture. And you can see that, I think, in the contemporary Et on le voit bien, je pense, dans la réaction européenne actuelle face à la Russie. L'un des éléments clés du conflit entre l'Europe, la Russie et les États-Unis ces dernières années, c'est la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie pour ses approvisionnements en énergie. Cette situation a provoqué des réactions ambivalentes chez les dirigeants européens. Elle a aussi suscité de la colère et du ressentiment du côté américain, car les États-Unis cherchent depuis longtemps à rendre l'Europe dépendante de leur propre énergie. Mais tout cela a aussi créé une sorte de peur mêlée de méfiance. Oui, nous sommes interdépendants avec la Russie, mais nous ne sommes pas à l'aise avec cette idée, parce qu'en fin de compte, ce sont aussi des étrangers pour nous. They're also they're strangers to us. So this dependence upon but fear of strangers. Je pense que cette dépendance envers les étrangers, mêlée à la peur qu'ils inspirent, est l'un des moteurs profonds de la russophobie, tout comme on le voit dans de nombreuses formes d'antisémitisme. On peut d'ailleurs interpréter certaines vagues d'antisémitisme au fil du temps comme une réaction similaire à cette interdépendance avec un groupe à l'intérieur de la société, comme ce fut le cas en Allemagne et en Europe de l'Est au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, dans la République des deux nations, c'est-à-dire la Pologne-Lituanie, il y a eu une explosion de violences antisémites, qui était en partie une réaction de rejet, nourrie, si l'on veut, par la haine de ceux perçus comme extérieurs au groupe. Was partly, if you like, driven by out-group hatred, but it was also a backlash against the stronger role. Mais c'était aussi une réaction contre le rôle grandissant des communautés juives, qui avaient fui les expulsions d'Europe de l'Ouest, s'étaient installées en Pologne au fil de quelques siècles, et y avaient pris une place importante dans la vie urbaine, le commerce et tout ce qui allait avec. D'autres groupes sociaux leur en ont voulu, et cela a fini par éclater en une vague de violence terrible, centrée sur ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Ce schéma d'interdépendance mêlé à la peur de l'étranger, c'est aussi une idée qu'un autre historien, Jeremy Adelman, développe pour relire l'histoire des 2 derniers siècles de mondialisation. Il redéfinit la mondialisation comme une forme d'interdépendance. Vous savez, les marchandises circulent partout dans le monde, et les gens sont aussi confrontés, à partir du milieu du XIXe siècle, à des images photographiques de personnes venues des 4 coins du globe, ainsi qu'à une diffusion presque instantanée des nouvelles. Le monde devient donc un espace plus intime, où chacun doit composer avec ses réactions face à des inconnus dont il dépend aussi. Et cette situation peut susciter une réponse collaborative, bienveillante, amicale, altruiste. Mais elle peut tout aussi bien provoquer une réaction de ressentiment, de prédation ou de compétition. Et l'histoire, en fait, il l'interprète un peu comme une alternance depuis 2 siècles entre ces différents types de réactions. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans une phase de réponse prédatrice, surtout du côté des États-Unis. Cette idée de rendre l'Amérique à nouveau grande en affaiblissant les autres. En Europe aussi, on voit cette tendance à vouloir fermer la porte aux migrants et à se couper des sources d'énergie européennes dont elles dépendent pourtant. Et puis il y a un affaiblissement de beaucoup de dialogues multilatéraux, interculturels et des institutions des Nations Unies qui, elles, encourageraient une réponse plus coopérative, plus altruiste. Promote a more cooperative, altruistic response. Est-ce qu'on peut passer les dernières minutes à parler un peu
de ce que tout cet environnement provoque en Australie, puisque vous êtes sur place. Est-ce qu'il y a aussi une forme de russophobie là-bas? L'Australie, après tout, fait partie des colonies de peuplement issues de l'Europe, non? Et des conséquences que cela implique. Comment l'affaire autour de la Russie est-elle liée à l'Australie? Comment elle l'influence? Parce que, d'un côté, oui, vous faites partie intégrante de ce projet européen. Mais de l'autre, c'est un pays très éloigné, avec plusieurs décennies, voire des siècles, de développement indépendant. Et puis, la composition ethnique de l'Australie évolue aussi. Alors, comment se déroule aujourd'hui le débat public là-bas à propos de la Russie? Eh bien, la culture publique en Australie est très défavorable à la Russie. Politiquement, le pays s'est montré, disons, très fermement aux côtés de l'Ukraine. Il y a eu plusieurs actions du gouvernement australien contre l'ambassade de Russie à Canberra. À un niveau politique et médiatique, c'est vraiment très marqué. Quand la guerre a éclaté, la guerre en Ukraine, j'apprenais le russe, je suivais un cours de langue avec une professeure russe émigrée, et vous savez, la communauté russe a dû, en quelque sorte, se faire discrète, presque se cacher. Ils ne pouvaient pas organiser de festivals communautaires. Il y a même eu des tentatives pour interdire ces festivals. Et depuis un bon moment, il existe en Australie une importante communauté ukrainienne issue de l'ex-Union soviétique qui a aussi fortement soutenu ce genre d'initiative. Donc, ça a vraiment été un élément assez puissant dans tout ça. Mais je pense qu'en partie, c'est aussi quelque chose de plus largement populaire. Je veux dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle le peuple serait innocent et que seules les élites alimenteraient la russophobie. À mon avis, encore une fois, ça renvoie à cette peur de la dépendance mutuelle entre étrangers. Les gens voient une présentation sélective de l'actualité. Ils voient quelque chose d'horrible se produire et ils réagissent de façon tout à fait compréhensible, humaine, avec de la peur et du rejet. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est aussi lié à des groupes qui portent des rancunes historiques envers la Russie, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les anciens émigrés soviétiques, les émigrés ukrainiens, et ainsi de suite. Donc, la russophobie ou l'antirussisme est bien présente en Australie, tout comme le pro-américanisme. Mais, vous savez, l'Australie, c'est une grande occasion manquée. Pourquoi? Parce que vous savez, l'Australie, c'est une société extraordinairement multiculturelle. Et quand on dit ça, en Europe ou aux États-Unis, les gens réagissent un peu en disant « Ah, multiculturel, c'est un mot un peu étrange. » Mais en Australie, c'est un mot tout à fait courant. Du moins, ça l'a été jusqu'à récemment. Je crois qu'environ la moitié du pays a au moins un parent né à l'étranger. À peu près 30% de la population est venue s'installer en Australie depuis un autre pays. Et aujourd'hui, la plus grande communauté née à l'étranger vient d'Inde. Pendant très longtemps, c'était le Royaume-Uni, mais maintenant c'est l'Inde. Et si on inclut les autres pays d'Asie du Sud, la majorité des personnes nées à l'étranger viennent clairement de cette région. Il y a aussi une très importante communauté née en Chine, en Australie. La société australienne est profondément multiculturelle. Je veux dire, en face de chez moi, il y a une femme russe, ici des Chinois, là-bas des Américains. C'est vraiment ancré dans le tissu de la vie quotidienne. Mais en Australie aussi, il y a eu une réaction contre tout ça. Parce que vous savez, les questions de contrôle des frontières, de migration, de répartition des risques et des bénéfices économiques liés à l'immigration, tout ça suscite des tensions. Et aujourd'hui, en Australie, le principal parti conservateur, le grand parti de droite, je crois même qu'il est en tête dans les sondages, c'est un parti qui s'appelle One Nation, né dans les années 90. Et sa base émotionnelle à la base, c'est un parti opposé à l'immigration.
its emotional base is basically being an anti-migrant party, and it's partly been. Et ça, c'est en partie alimenté ces derniers temps par ce genre de rhétorique de droite américano-européenne qu'on entend sans arrêt, relayée par la presse de Murdoch et par l'ABC. C'est aussi nourri par la faiblesse institutionnelle du principal parti conservateur en Australie, le Parti libéral, qui a perdu le pouvoir après de longues années et qui traverse une succession constante de dirigeants sans vraiment savoir où il va. Mais pour des gens comme moi, qui ont grandi en pensant que tout le monde en Australie acceptait naturellement le multiculturalisme, c'est profondément choquant et même assez déroutant de voir soudain apparaître ce genre de parti, disons à la manière de l'AFD, devenir une force politique importante dans le pays. Cela dit, la russophobie n'en fait pas vraiment partie. C'est plutôt dirigé contre la forte augmentation de l'immigration sud-asiatique en Australie ces dernières années. Intéressant. Il faudrait qu'on consacre bientôt 2 ou 3 autres épisodes à l'Australie, parce que c'est un microcosme qui mérite d'être mieux étudié. C'est aussi un cas intéressant pour tester certaines hypothèses sur les Européens et sur ce qu'on appelle la relation euro-atlantique. En quelque sorte, c'est là, ça s'offre tout seul à l'analyse, non? C'est un peu comme si on disait « Tiens, au fait, si vous voulez étudier une autre des anciennes colonies d'outre-mer, en voilà une. » C'est aussi une façon intéressante d'aborder, ou disons une fenêtre sur le type de relation entre l'Inde et la Chine. Narendra Modi vient tout juste d'aller en Australie et aussi au Japon. Donc oui, je pense que ce serait vraiment intéressant. D'accord, on va faire ça. Très bien. Dans ce cas, on va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent te suivre, bien sûr, tout le monde, allez sur le Substack et la chaîne YouTube de Burning Archive. La chaîne YouTube porte le même nom, n'est-ce pas? Burning Archive. Oui, ça s'appelle The Burning Archive. Et la page Substack, c'est jeffreysubstack.com. Tu mettras quelques liens juste en dessous. Je mettrai les liens juste en dessous. Allez tous jeter un œil au travail de Jeff. C'est vraiment excellent. Jeff Rich, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci Pascal.